Allez, c'est parti. Let's go, champion. Bonjour à vous les amis, ici Jonathan Demier, coach, auteur, conférencier, créateur de la nouvelle émission Invincible, l'étincelle des champions. Je suis très heureux aujourd'hui de tourner ce premier épisode avec Vincent Parisi, un grand champion que le monde connaît entier. Vincent, champion de judo, de jiu-jitsu. Tu es coach, tu es auteur, tu fais aussi des conférences, tu interviens dans de nombreux endroits, tu es chroniqueur. Tu fais énormément de choses et c'est aussi une des raisons pourquoi je t'ai proposé d'être ici ensemble aujourd'hui pour ce premier épisode, parce que au-delà de tout ce que tu fais, en tout cas pour moi ce que j'ai ressenti, tu as vraiment ce cœur, tu as cette passion et aujourd'hui ensemble tu vas nous partager ton parcours, ton histoire, une histoire riche, une histoire de famille même j'ai envie de dire, on en a parlé récemment de ton papa aussi, grande légende du monde du judo. Donc avant de commencer, un immense merci. Beaucoup d'émotions d'être ensemble aujourd'hui. Et en avant. Bon, merci Jonathan. Je le kiffe ce gars. Je te kiffe, c'est génial. Ça, tu m'as fait une présentation aux petits oignons. Alors Vincent, merci encore une fois d'être là aujourd'hui. C'est un face-à-face. C'est pas un bras de fer. On va se battre. C'est vraiment un face-à-face justement pour pouvoir redonner. Je sais que tu as l'habitude des plateaux, des télés, tu fais énormément de choses. Mais comme je t'ai dit, ce qui me tient vraiment à cœur pour ma part, c'est ton parcours, ton histoire, qui tu es, notamment pour les plus jeunes qui peut-être te regardent, te suivent, ou peut-être dans d'autres sports qui se disent wow, « ce gars, Vincent, il y a quelque chose justement, il y a cette étincelle, ce feu, ce parcours ». Comment il a fait, Vincent Parisi, pour en être là aujourd'hui? Comment il a fait au-delà d'avoir des médailles, d'être champion du monde, au-delà de tout cela, pour aussi rebondir, pour aussi se créer une carrière, pour continuer à donner? Ah, tu sais, c'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Disons que si je devais résumer tout mon parcours jusqu'à présent qui n'est pas fini, c'est vraiment de croire en moi. J'ai toujours cru en moi. J'ai toujours été passionné. J'ai toujours fait les choses avec sincérité. J'ai pas fait toujours les choses à fond, mais j'ai toujours su sentir le moment où je devais accepter une nouvelle aventure. Et la chance que j'ai eue, comme beaucoup de sportifs, c'est que je me suis adapté. Adapté, et puis adapté, mais grâce à l'envie. J'ai toujours fait les choses dans l'affect. Si j'étais pas dans l'affect, si j'en avais pas envie, ou s'il n'y avait pas quelqu'un dans le corps de métier où j'allais qui me motivait, qui m'inspirait, ou que j'aimais, je n'y allais pas. Tu vois. Après, c'est aussi le goût de l'aventure, un petit peu, et puis se dire que on ne doit pas rester dans une case. On peut faire plein de choses. Moi, j'ai toujours pensé qu'on pouvait tout faire. Je pense que être chirurgien, être kiné, être sportif, être commentateur, enfin tout ça, c'est des choses, une fois qu'on t'a montré, pourquoi tu n'arriverais pas à le faire? Alors c'est prétentieux de dire ça peut-être, parce que chirurgien, c'est vraiment particulier. Mais tu vois, par exemple, toute ma vie, j'ai vu les kinés masser mon père. Les ostéos faire les manipulations. Alors je te dirais pas que je manipulerais, certainement pas. Mais le massage, j'ai vu toutes les techniques de massage et je les ai assimilées et je les ai reproduites un jour, tu vois. Et je me suis rendu compte que j'avais appris en regardant. Et après, ça m'a donné envie de me perfectionner. Donc, j'ai fait une petite formation. Mais c'est vrai que c'est l'envie de se dire pourquoi j'irais pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. Merci Vincent pour ce que tu partages, super introduction. Dans ce que tu m'as dit, il y a deux points importants que je retiens. La première chose, c'est justement beaucoup de gens qui vont regarder ce podcast, cette émission, c'est notamment des sportifs ou aussi des entrepreneurs. L'apprentissage. On va revenir par rapport à ton enfance, ton parcours. Et nous, en tant qu'enfants, je sais, on a parlé tout à l'heure, tu as aussi un fils qui a presque le même âge que ma fille. Les enfants sont des éponges. Ouais. Ils nous regardent constamment. Est-ce que tu te souviens, toi, petit, regarder ton papa, comment tu le regardais? Qu'est-ce que ça provoquait en toi? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a insufflé, ce goût, cette étincelle, cette envie? Je pense vraiment que ce qui a fait la différence dans mon parcours et ce qui a fait que mon parcours a commencé, c'est parce que j'ai observé et j'ai vu mon père
Euh, alors attends, la chance que j'ai, c'est que mon père est quelqu'un d'exceptionnel, qui avait un judo exceptionnel, qui était un champion et un athlète exceptionnel. Donc du coup, j'ai eu tout de suite un repère de niveau mondial, tu vois, contrairement à plein de gens. Donc c'est une chance et une force, parce que j'ai vu tout de suite qu'est-ce qui était le meilleur dans ce sport-là. Donc du coup, si tu veux, déjà que humainement, mon père était quelqu'un d'origine italienne, donc forcément chaleureux, humain, qui aime partager. Par sa discipline, le judo, forcément avec un sport qui a des valeurs. Et du coup, si tu veux, inconsciemment, j'absorbais, je respirais toute la positivité de cette activité que faisait mon père. Et donc, je voyais les gens autour de lui qui étaient admiratifs. Enfin, il faut savoir qu'à l'époque, mon père, c'était le Teddy Riner, tu vois, c'était le David Douillet. C'était les gens dans la rue le reconnaissaient, lui demandaient une photo, un autographe. Je me rappelle, une fois, j'étais dans la voiture, on arrivait au stade Pierre de Coubertin. Mon père m'a dit reste dans la voiture. Il y avait les gens qui tapaient sur la fenêtre comme ça. Et c'était fou, tu vois. Ouais. Mais si tu veux, c'était tellement positif que, ça m'a donné envie quelque part de me dire, allez, pourquoi je ne ferais pas comme mon père? Pourquoi je ne ferais pas du sport comme mon père? Et pourquoi je ne deviendrais pas champion si être champion, c'est d'être aimé par les gens, c'est formidable, tu vois. Et dans un deuxième temps, c'était aussi peut-être de me dire que si je faisais comme mon père, ou si je faisais quelque chose qui y ressemble, peut-être que dans la vie, je serais épanoui, je serais heureux. Parce que lui, je le voyais épanoui et heureux, tu vois, parce qu'il était dans son élément. Et puis c'est vrai qu'il y a un truc qui n'est pas juste, par contre, c'est que j'observais mon père, et sans m'en rendre compte, je l'ai imité, j'ai appris, j'ai calqué mon mouvement, j'ai calqué mon déplacement, j'ai calqué toute cette transmission, c'est fait sans parler, dans un premier temps. C'est-à-dire que sans parler, je suis monté sur un tatami, j'avais jamais fait de judo, je faisais déjà plein de mouvements. Et des mouvements très corrects, tu vois. Donc du coup, sans m'en rendre compte, j'ai appris plein de choses qui m'ont fait gagner beaucoup de temps à son contact. Voilà. C'est comme si mon enfance avait été bercée. Alors attention, comme mon père était un bon papa aussi, c'était quelqu'un qui me faisait des câlins, qui était présent, qui était très tactile. Tu vois, il me prenait tout le temps dans ses bras. C'était vraiment pas un papa comme, tu vois, qu'on peut voir dans les années 40 ou 50, tu vois, où les gens étaient un peu plus, avaient plus de retenue, ou peut-être une éducation à l'africaine aussi, tu vois. Parce qu'il y a des... Je dis pas que tous les Africains sont pas câlins, mais tu vois, il y a beaucoup... Moi, j'ai beaucoup de copains, leurs parents leur ont jamais dit « je t'aime » ou des choses comme ça. Et moi, le fait que j'ai eu cette tendresse, je pense que ça a été une force et une faiblesse, parce que c'est toujours une faiblesse, trop de tendresse. Et du coup, je l'aimais fort, enfant. Et comme je l'aimais fort, enfant, je l'observais fort. Et comme je l'observais fort, ses mouvements, quand il était sur le tapis, sur le tatami, je les enregistrais. Parce que je voulais rien perdre de lui. Et même, tu vois, ses colères, ses sourires, tout ça, je l'enregistrais, tu vois. Et en fait, j'ai tellement enregistré qu'à un moment donné, je suis devenu un peu comme mon père, tu vois, sans le vouloir. Avec le bon comme le mauvais. Et c'est après que j'ai compris. Tu vois. Donc, c'est toute une étape de ma vie que j'ai compris en grandissant, tu vois, par les étapes, par les coups durs, les bons moments. Je me suis dit, OK, d'accord. Mais c'est vrai que ça m'a fait gagner beaucoup de temps. Tu vois, c'est comme si ton père, c'était Einstein. Et puis, tous les jours à la maison, tu vois ses calculs, il t'explique, il est en train de parler à haute voix. Exactement. Et puis, tu es là, et puis sans t'en rendre compte, tu assimiles, mais sans réaliser que tu assimiles. Tu as modélisé quelque part l'excellence. Totalement. L'excellence. Totalement. Alors attention, j'étais pas aussi bon que mon père en judo, mais j'étais vraiment au-dessus de la moyenne. C'est-à-dire que lui, il était hors norme. Tu vois, vraiment hors norme. Après, moi, j'étais bon partout, mais j'étais pas excellent comme lui. Sans travailler fort. Je précise. En travaillant raisonnablement comme ma génération. C'est-à-dire que, tu sais, quand tu as une légende dans ta famille, un mec exceptionnel qui courait le 100 mètres en 10 secondes, qui soulevait 100 kilos d'un bras, qui faisait 450 en squat, qui faisait 900 kilos à la presse naturellement, je dis bien naturellement parce que ce n'est pas le cas de tout le monde, tu vois, quand tu as un père qui était une force de la nature, qui avait un talent inné
qui était doué, qui était beau quand il combattait, qui était un athlète abouti, tu vois. Mhm. Il peut traverser les générations. Dans toutes les générations, il les battra. C'est-à-dire qu'il a le niveau pour battre toutes les générations à venir et passer. Tu vois, autant le niveau en judo, le niveau général a augmenté, autant des mecs exceptionnels, il y en a de moins en moins. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Et j'ai plein de repères, c'est factuel. Les qualités physiques, quelque part, aujourd'hui, des athlètes, Oui. avec tout ce qu'il y a, se développent. Oui, Tout le mais monde peut développer ses qualités physiques, mais comme tu as dit, ton père, il y avait peut-être des éléments, bah, c'est surtout la qu'à l'époque de génétique mon ou le père, travail ou des choses qui ont fait que c'était son heure. exactement, C'était là pour ça. exactement. Mais c'est surtout qu'à l'époque de mon père, le judo était beaucoup plus complet qu'aujourd'hui. La phase combat debout, tu pouvais attaquer les jambes, le corps, Mhm. tu pouvais tout faire. Aujourd'hui, tu es dans une génération où tu n'as plus le droit d'attaquer les jambes. Ce qui change beaucoup quand tu es grand, par exemple. Moi qui suis grand, si tu ne m'attaques pas les jambes, bah, j'ai un avantage. Je suis au-dessus de toi, je te contrôle. Mhm. Et si tu veux, aussi, à l'époque de mon père, il y avait les temps de combat, c'était temps illimité. Les kimonos étaient plus amples, donc c'est beaucoup plus dur pour attraper. Enfin, il y a plein de choses. Donc, si tu veux, oui, le niveau général a augmenté. Oui, les judokas aujourd'hui sont plus forts. Mais mon père, il traverse le temps. Comme Yamashita aurait traversé le temps, Mhm. comme les gens exceptionnels auraient traversé le temps, tu vois. Et ça, je m'en suis rendu compte. Jusqu'aux derniers Jeux Olympiques, je me suis rendu compte que vraiment, mon père avait des qualités un peu exceptionnelles. Et c'est vrai que, partant de ça, bah Yes. forcément, si moi, j'avais décidé par ma génétique de faire un peu comme mon père, c'était sûr que ça allait être un parcours plus facile que les autres. Mais après, c'est le travail qui a déterminé le résultat. Mhm. Heureusement. Parce que t'as beau être doué, si tu travailles pas, il n'y a pas de résultat. Exactement. Du coup, ce que tu nous partages, c'est que quelque part, c'est la vie. Tu as eu la chance d'avoir ce papa extraordinaire, Mm. aussi bien affectif que compétent. Et tu nous as dit beaucoup de choses, très très riches, notamment dans la construction d'un athlète. Moi, ce que j'aimerais te poser déjà par rapport à ça, par rapport à cette question, très souvent, c'est normal. Souvent, on aime nos parents, souvent ils nous aiment, c'est pas toujours. Mhm. Mais très souvent, quand on est petit, on a cette chose de vouloir rendre fier papa, maman, ou avoir envie de, en fonction des circonstances que l'on est, même de pouvoir vouloir sauver la famille. Ou, tu vois, ce sont des Ouais. forces que nous avons dans notre cœur en tant qu'athlète ou en tant qu'homme. Qu'est-ce qui, pour toi, vraiment a fait ta force au fur et à mesure des parcours? Est-ce que vraiment, pour toi, le judo, tu t'es dit, à un certain moment, tu t'es dit, OK, moi, j'ai envie d'être aussi champion du monde? Ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est construit petit à petit, ou que, par rapport à tout ce que tu nous as décrit, que tu savais, au fond de toi, qu'en travaillant, quelque part, tu allais pouvoir y arriver? En fait, c'est très bizarre parce que j'ai jamais voulu être champion et j'ai jamais voulu faire du judo quelque part. Mais comme j'aimais mon père, j'avais envie de lui ressembler. Et je me suis jamais dit je vais être champion pour que mon père m'aime. Parce que depuis le début, je savais deux choses. Un, que je ne serais pas meilleur que lui. Et c'est pas être défaitiste, c'est Mhm. parce que j'ai tout de suite réalisé qu'il était exceptionnel. Et deux, je me suis dit, ok, si je dois faire comme lui, je ferai de mon mieux. Mais par contre, euh, je veux pas le faire pour lui faire plaisir ou quoi. Je veux le faire parce que j'en ai envie. Mhm. Et en vrai, j'ai jamais eu envie de faire des sports de combat. J'ai commencé par le judo. J'ai été tout de suite niveau ceinture noire, niveau national, deuxième division, tu vois. J'ai été champion de France en Q. Avant d'être ceinture noire, tu sais, il y a un championnat de France de ceinture de Mhm. couleur. Et derrière, j'ai commencé à faire des stages, à m'entraîner à l'INSEP. Mais si tu veux, en même temps que j'ai commencé le judo, je faisais le jiu-jitsu combat. Et ce que j'aimais dans le jiu-jitsu combat, c'est que je faisais du pied-point, du judo et du sol. Et juste de faire du judo et du sol, c'était plus que faire que du judo à cette époque-là. Parce qu'à cette époque-là, on privilégiait plus le sol. On était vraiment dans un arbitrage où c'était faire chuter. Mhm. Et moi, j'aimais cette polyvalence. Inconsciemment, même si j'avais le niveau de... Enfin, si j'avais les qualités, j'avais pas forcément le niveau à cette époque-là, mais j'avais les qualités pour être en équipe de France, j'avais les qualités pour faire des tournois internationaux, puisque j'ai battu des judokas qui ont fait le tournoi de Paris, par exemple. Tu vois, à l'INSEE, je me suis entraîné avec des gars qui ont fait le tournoi de Paris, Mhm. et je les ai battus facilement. Et d'autres plus difficilement, mais les meilleurs me mettaient une raclée.
mais j'avais le niveau. Mmh. Donc, quand j'ai pris conscience de ça, Ok. ma passion, elle a été de dire, bah, moi, je suis un peu la génération Bruce Lee, Van Damme, j'aime bien le pied-point, et en même temps, j'aimais faire comme mon père, tu vois. Et donc, je me suis dit, bah, l'un dans l'autre, je pourrais toujours faire du judo comme mon père, parce qu'en fait, j'avais envie, mon père, dans une interview, il a dit, mon fils, il crée pas le judo, il imite mon judo. Et c'est vrai, en fait. Moi, j'ai imité le judo de mon père parce que je trouvais que ce judo était super beau. Et comme c'était mon père, j'avais envie de lui ressembler. Sauf qu'on n'avait pas la même taille, tu vois. Lui, il faisait 1m85, moi 95. Et j'essayais de faire les mêmes mouvements que lui, ce qui n'était pas forcément l'idéal. Et du coup, même des fois, j'ai eu du mal à gagner parce que je voulais faire absolument comme lui, alors que autrement, ça aurait été beaucoup plus facile. Mais c'est comme ça, c'est un apprentissage. Malheureusement, les entraîneurs l'ont pas capté, n'ont pas su dire les bons mots. Voilà, tu sais, il faut une certaine sensibilité quand tu es entraîneur. Des fois, on Exactement. met des gens à un poste, mais ils n'ont pas les qualités Tout à fait. humaines ou techniques pour le faire, tu vois. Moi, le truc, c'est que quand je suis rentré en équipe de France, j'avais une sensibilité plus accrue que tous les entraîneurs réunis. Ils n'avaient pas la capacité de me dire les choses. Et surtout, ils ne savaient pas le dire comme il fallait, tu vois. Et à mon époque, ils étaient assez rentre-dedans. Tu vois, comme par exemple, si tu voulais aller voir un psy, bah, c'était que tu étais faible, tu vois. C'est que tu n'as pas un mental de champion. Alors qu'en réalité, moi, ce qui m'a manqué tout le long de ma carrière, et du début jusqu'à la fin, c'est un psychologue qui m'écoute et qui me donne des clés pour pour ouvrir les portes qui étaient fermées dans ma tête. Comme un préparateur mental, quoi, aujourd'hui, Totalement, par exemple. Voilà. totalement. Il y a cette capacité d'avoir une vision complète par rapport à toi, quelque Exactement, chose d'individuel. exactement. Ça a été un peu dur parce que, si tu veux, je faisais des blocages sur certaines compétitions. Je gagnais tous les tournois et puis sur certains championnats, je faisais des blocages. Parce que la peur de réaliser mon rêve, la peur de réaliser l'objectif. Parce qu'après, je me dis, ben, comme Yannick Noah, quelque part, quand tu as gagné Roland Garros, c'était ton objectif, ton seul objectif. Tu t'es pas dit, je gagne Roland Garros et derrière, je gagne tous les grands chelems. Dans sa tête, il s'est dit Roland Garros. Et derrière, il avait plus d'objectif. Et puis aussi, il a eu une notoriété d'un coup qui était tellement monstrueuse que ça l'a bloqué aussi, je pense. Enfin, je ne vais pas parler en son nom, mais tu vois, quand tu te fixes un objectif, moi, c'était d'être champion du monde. Je me suis dit, je ne peux pas partir de ce sport sans être champion du monde. Et en même temps, bizarrement, je me sabotais avant chaque championnat du monde. C'était très bizarre. Et en fait, je sais pourquoi. Parce que j'ai eu un blocage, j'ai vu mon père se faire voler sur une finale olympique, et je l'ai vu triste, et ça m'a rendu malheureux. Et j'étais jeune quand j'ai vu ça, et j'ai voulu revivre ce que mon père vivait. Et pour savoir ce qu'il avait vécu, pour être à sa place et me dire, OK, il a été malheureux, il a été triste, et puis c'est idiot. Tu sais comment on appelle ça? Pardon, je te Dis-moi. t'interromps. Ça s'appelle par loyauté familiale. Et tu te rappelles ce que je te partageais tout Ouais. à l'heure? Et ce qu'il y a d'énorme, c'est que toi, aujourd'hui, tu as fait tout le processus. Tu as vu tout ça. Mais on gagne du temps aussi s'il y a quelqu'un qui nous accompagne par rapport à ça. J'ai mis 10 ans. Et on reproduit par loyauté familiale. Ouais. Comme tu l'as dit, c'est la personne la plus importante aussi. Tu sais que j'ai mis 10 ans à... En fait, si tu veux, les gens vont croire que c'est prétentieux ce que je veux dire, mais à un moment donné de ma carrière, j'étais imbattable. Quand je perdais, c'est parce que je m'entraînais pas ou que j'avais pas envie. Même sans m'entraîner. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais un blocage et je voulais vivre ça, mais il y a un moment donné, ça devenait un peu... Je savais plus comment m'en sortir. C'est-à-dire que, OK, je l'ai vécu, mais c'est bon maintenant, je veux passer à autre chose. Et j'avais comme... je me sentais comme une malédiction que je crée moi-même. Hein, Comme un refrain. comme un refrain. Ouais. Dans mon parcours, j'ai rencontré des athlètes dans d'autres sports, dont un combattant de MMA qui m'a débloqué le truc. Et j'ai passé un cap. Et ce jour-là, je suis allé voir mon père et je lui ai raconté. Et alors que je lui avais jamais dit, tu vois. Et mon père, il m'a dit, mais c'est ma vie à moi. J'aurais dû être 4 fois champion olympique, mais c'est comme ça. Je l'ai été une fois. Mon rêve, c'était de l'être au moins une fois. Je l'ai été une fois. Après, c'est comme ça. J'aurais dû être plus fort que les arbitres qui m'ont volé. J'aurais dû être plus fort que tout le monde. Il me dit, c'est comme ça. Moi, je suis passé à côté. Les gens m'ont fait passer à côté. C'est moi. C'est ma vie. C'est mon histoire à moi. Toi, c'est autre chose. Et si tu veux, avant même d'aller voir mon père, j'avais déjà eu le déclic. Mais le fait de lui dire et qu'il me dise aussi simplement, mais non, ça n'a rien à voir. Ouais. Et en fait, si tu veux, pour répondre à ta première question, j'ai jamais fait ça pour
que mon père soit fier de moi. Je l'ai fait parce que j'étais paumé. Enfant divorcé dans les années 80, je faisais partie des premiers divorces. J'ai vécu toute ma vie avec mon père. Du jour au lendemain, je ne suis plus avec mon père. Je vis avec ma mère, mais ma mère, c'est une femme enfant. Elle ne s'est jamais vraiment occupée de moi. Elle s'occupait de moi comme si j'étais son petit frère. J'ai eu tellement de choses dans ma vie qui ont été chamboulées. Et pourtant, ce n'est pas si grave que ça, parce que j'avais un foyer, j'avais une bonne éducation, j'avais à manger à la mais maison. ça t'a impacté. Tu vois, mais toi. ça m'a impacté. C'est ça. Parce que psychologiquement, j'avais plus l'amour aussi fort que j'avais quand mon père était présent. J'avais pas autant d'attention. Je te disais, c'est un avantage et c'est un désavantage. Être le fils d'une légende, c'est un avantage, mais c'est un désavantage. Tout le long de ma carrière, les gens l'ont pointé. Je le dis tout le temps dans toutes les interviews, c'est que tu gagnes, c'est normal, t'es le fils d'eux. Tu perds, c'est pas normal, t'es le fils d'eux. Tu t'énerves, t'as un mauvais caractère parce que, pour plein de raisons, bah, t'as pas le droit. Ou t'es le fils de ton père. Tu vois, tu es obligé d'être tout le temps carré, droit. Donc, à un moment donné, les gens te transforment, tu deviens peut-être hautain, un peu prétentieux parce que c'est facile. Moi, je m'entraînais moins que les autres et je les battais. Quand je m'entraînais, je les battais facilement. Tu vois? Et tous ceux qui m'ont battu, ils m'ont battu que pour une seule raison. Parce que je ne m'entraînais pas. Ou parce que je travaillais. Parce que contrairement aux autres, je travaillais, à côté, je faisais plein de choses. Et je ne m'entraînais pas parce qu'aussi, j'ai eu des petites amies compliquées, j'ai fait des mauvais choix. Et puis, j'étais feignant. En vrai de vrai, j'étais hyper feignant. Et comme ce n'était pas vraiment une passion que d'être champion, ce que moi, ma passion, elle a été, c'était dans le partage avec mes camarades. Mon partage dans les vestiaires, mon partage sur le tatami, mon partage quand je m'entraînais avec un gars qui savait rien faire, qui était ceinture blanche et qui, moi, j'étais déjà champion d'Europe. Et le partage de ces moments-là, le partage d'être en équipe de France, de voyager, de vivre les aventures, ceux qui se blessent, tu vois, être là pour les gens, les conseiller. Tu vois, moi, j'aimais cet aspect hyper fraternel de la cohésion d'équipe. Même si mon sport était individuel, parce que j'aimais pas perdre quand c'était pas à cause de moi, j'adorais l'esprit d'équipe. Et je pense que j'aurais été bien dans un sport d'équipe plus tard. C'est-à-dire que quand tu es jeune, tu es fougueux, j'aurais compris que moi, j'aurais été un élément qui aurait tiré les autres vers le haut pour les obliger à être aussi forts que moi et à gagner. Sauf que quand tu es jeune, bah, tu penses qu'à toi. Et si tu veux, comme moi, je n'avais pas forcément cette envie de gagner au début, je n'avais pas forcément cette envie d'être champion. J'avais envie d'être comme mon père, mais je n'imaginais pas que j'allais réussir. Quand je voyais que je gagnais, je n'aimais pas les compétitions. J'étais malade avant les compétitions. Je me suis même caché une fois. En natation, j'avais fait une compète de natation et je n'avais pas envie de le faire. Je me suis caché. J'entendais mon nom, je me cachais, j'attendais. Je n'avais pas envie. Je ne voulais pas. Ce n'était pas ce que j'avais envie de faire. Donc, quand j'ai commencé à faire le judo, le jiu-jitsu, je voyais que j'avais des facilités. Tu sais, il y avait un stage international de judo et il y avait des judokas du monde entier qui venaient. Et je prenais des branlées de ouf, mais j'arrivais toujours à faire tomber quelqu'un. Et des gars qui faisaient du judo depuis qu'ils tenaient debout. Hein. Alors que moi, ça faisait quelques jours que je faisais du judo. Donc là, j'ai pris conscience que j'étais capable. Et je me suis dit, allez, prends ton courage et fais-le. Ah, mon gars, je me suis fait massacrer. Hein, parce que mon corps, c'était un corps de nageur. Mais j'avais cette tonicité naturelle, j'avais cette explosivité naturelle, j'avais cette force naturelle que je tenais de mon père, tu vois. J'étais très athlétique, j'étais très souple. Ma souplesse m'a permis de ne pas me blesser parce que les judokas, ils me massacraient. Et puis petit à petit, je devenais de plus en plus fort, petit à petit. Et puis un jour, j'ai compris qu'il fallait que j'y aille. J'y suis allé. Et puis quand j'ai gagné, en fait, j'ai commencé à aimer être champion. Mais ça, c'est la vanité, ça. L'appétit vient de ta main. C'est l'orgueil, tu vois, c'est l'orgueil. C'est-à-dire que ça a flatté mon ego et j'ai dit, allez, je continue. Mais en vrai, ce que j'aimais, c'était l'aventure avec mes copains. En vrai de vrai. Je comprends. Après, c'était une mission. Je me suis dit, bon, allez, faut pas que je termine sur pas un titre de champion du monde. C'est pas possible. Parce que je les ai tous battus. Je les battais tous. Sauf que j'avais un blocage. Et donc, le jour où le blocage est parti, c'était fini. J'avais plus peur de souffrir dans le combat. J'avais plus peur d'aller au bout de moi. J'avais plus peur de rien. J'étais tu vois, j'étais léger comme une plume. Et le jour, donc mon dernier championnat du monde qui s'est passé en 2012, c'était à Vienne, en Autriche.
J'avais des amis autrichiens qui étaient là. C'était, tout était parfait. La journée était parfaite. Il n'y avait rien qui pouvait m'atteindre. Rien. Mmh. À aucun moment, il y a eu ce premier combat où je mène et puis d'un seul coup, ça s'emballe. Et je vois que je peux perdre. Et là, j'ai un déclic. J'attaque et je relâche pas jusqu'à la fin du temps. Et je gagne de peut-être 2 points. Et là, je me dis, putain, oh, c'était chaud. Premier match, ça m'est jamais arrivé sur un championnat du monde ou sur un championnat d'Europe. Jamais, tu vois. Je dis, waouh, c'était chaud. Et là, je sais pas. J'avais déjà eu le déclic avant. Mais là, ça a été un double déclic en me disant, OK, allez, là, je suis venu. C'est peut-être mon dernier championnat du monde parce que j'en ai marre. J'ai fait 9 championnats du monde. J'aurais dû en gagner au moins 7. Là, ça me gonfle. J'y vais. Rien Tu à voulais foutre. boucler la boucle Ah, quelque j'ai dit part. rien à foutre. C'est-à-dire que tu sais, il y a un moment donné dans le combat, tu sens qu'il y a une bascule. Tu sens que tu vas peut-être perdre. Ben, je ne l'ai jamais pu. À aucun moment, j'ai senti que la bascule se faisait. Même si j'avais peur de perdre, même si j'avais peur de ne pas réussir, à aucun moment, j'ai senti que la bascule pouvait se faire parce que j'ai dit, je vais au bout. Je vais dominer. Rien à foutre. Je vais au bout, je ne vais pas lâcher l'affaire. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai battu tout le monde et c'était mon jour. Ah, c'est bon ça. Si tu veux, c'est bizarre de dire tu as fait une carrière, tu as gagné 9 médailles mondiales, 4 titres européens, des titres en équipe, tu as gagné plus de 30 tournois internationaux dans le monde, tu as dominé ta catégorie, tu as des gens qui ont changé de catégorie parce que tu étais toujours dans la même catégorie. C'est bizarre de dire en ayant dominé, en ayant été aussi fort et de dire que finalement, c'est pas ce que je voulais. Non, parce qu'au final, je savais que ça allait me permettre de valider la suite. Exactement. Et tu vois, la chance que j'ai eue par rapport à beaucoup de champions, c'est que mon sport n'était pas olympique. Et je pense que c'est ce qui m'a plu aussi, c'est de me dire que c'était un sport où il y avait moins de médiatisation, où j'allais être plus tranquille. Parce que quand tu es le fils d'eux, bah, tu sais, finalement, pendant ma carrière, on parlait que de moi, hein, dans les médias. Le seul qui était invité à la télé, qui était dans les magazines, vraiment, la majorité du temps, c'était moi, parce que j'étais le fils de mon père. Et parce que je savais communiquer aussi. Mais tu vois, c'est grisant et pour les autres. Et en vrai, j'ai toujours fait ça pour mettre en lumière le sport, pour mettre en lumière les autres. Et si j'ai fait mon émission sur Beansport, où je fais découvrir les sports de combat et les arts martiaux, c'était pour mettre tous les autres champions en avant et pas moi. Et si tu regardes bien, dans les émissions, je mets souvent les autres en avant et pas moi. Tu vois ? Et c'était ça aussi l'objectif. C'était de me dire d'être le pionnier dans mon sport et d'être celui qui a fait que mon sport est devenu un sport de haut niveau. Et j'ai été cette génération, avec les copains, qui ont fait que notre sport est devenu sport de haut niveau et on a eu un vrai championnat de France, on a été reconnu, on a été rémunéré, ce qu'on n'était pas du tout avant. Et ça, c'est ma fierté, de me dire j'ai été un pionnier, tu vois. Et après, la transmission, que je la fasse encore aujourd'hui ou pas, je l'ai toujours fait tout au long de mon parcours. De mon apprentissage d'éducateur sportif, BE1, BE2 jusqu'à maintenant, tous les gens avec qui je suis en contact, j'ai toujours transmis tout mon savoir-faire, gratuitement, généreusement, parce que si on me le demandait. Tu vois. Même encore sur les réseaux sociaux, j'ai des gens qui m'envoient des messages et ils me posent des questions et je leur réponds. Et je leur dis, ça serait mieux que tu fasses comme ça, que tu prennes ça, tatati, tatata. Moi, je leur réponds. Parce que c'est quelque chose qui me fait plaisir d'aider les gens. Tu vois. Ça fait partie de toi aussi. Voilà. Et c'est vrai que même si mon apprentissage, au départ, j'ai eu beaucoup de chance, après, ça a été aussi une capacité d'observer les autres, d'écouter, de regarder comment les autres faisaient et de prendre le mieux de chacun. En fait, dans la vie, si tu n'as pas la chance d'avoir la bonne personne qui s'occupe de toi, tu perds du temps et ça te freine, tu vois. Et ça, c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui n'ont pas des super entraîneurs. T'en as qui savent pas faire un mouvement de judo, mais ils respirent la passion et la transmission. Et t'en as, ils te font le plus beau mouvement du monde, mais ils savent pas transmettre. Entre ces deux-là, il faut trouver son chemin. Pas facile. C'est très riche ce que tu partages, tout ton parcours, et merci d'être dans la transparence, dans la transmission. Pour moi, je pense que c'est ce qu'on va laisser au-delà de tout. Cette transmission, ce qu'on laisse dans le cœur des autres, dans leur vie, tout ça, c'est un héritage finalement. C'est pas forcément une médaille, mais
on sent en nous que c'est ce qui est juste de faire. Pour rebondir par rapport à tout ce que tu as partagé, il y a eu 2 points super importants où à un moment donné, il y a eu un déclic. Un déclic où tu t'es dit, je pense que dans tout ce que tu as partagé, tu sentais en toi qu'il y avait ce grand potentiel. Depuis que je suis gamin, je vois que j'ai des qualités. Hmm. C'est-à-dire que je voyais que j'étais plus rapide des fois que les autres, que j'étais plus athlétique que les autres, ou que j'apprenais plus vite que les autres quand on faisait une activité physique, tu vois. Dans le sport, je me suis toujours détaché. Tu vois, en natation, j'étais jeune, j'ai fait un record de France en petit bassin à l'entraînement. Mon entraîneur me l'a dit que quelques temps plus tard, tu vois, mais j'avais 7 ans, je nageais vite. J'avais 11 ans, pardon. Je nageais très vite. Et j'avais pas l'impression de forcer, tu vois. Hmm. Je suis revenu à la natation vers mes 18 ans. Moi, j'avais grandi, forcément. J'avais pas fait un seul entraînement et j'ai fait une 0,3 au 100 mètres, sans entraînement. Et donc là, je me suis dit, oh, purée, il y a du potentiel, peut-être. J'ai toujours eu cette faculté, jouer au tennis, je progressais très vite. Voilà, je progressais très vite. Mais j'avais pas forcément une envie d'être le meilleur, ou alors on m'a pas donné l'envie d'être le meilleur. Parce que c'est des fois aussi peut-être mon profil, il n'est pas évident. Fils d'une légende, garçon qui a des facilités. T'as des gens qui vont dire ah ouais, moi je veux l'entraîner, et puis il y a des gens qui vont dire ouais bah écoute il va se débrouiller, on n'a rien à faire. Et moi si tu veux je pense que inconsciemment j'ai eu beaucoup de déni et j'ai eu beaucoup de jalousie dans mon parcours qui ont fait que je le mérite ou pas, hein. C'est possible qu'il y ait eu des moments dans ma vie où j'ai toujours été gentil, mais il y a eu des moments dans ma vie où peut-être j'ai pas transpiré comme je transpire aujourd'hui, tu vois, la sincérité, tout ça. Mais je sais qu'il y a eu des moments où je ressentais ça. Et ça, c'est... En fait, j'ai jamais compris. Parce que j'ai jamais été content qu'un copain perde. J'ai toujours voulu que tout le monde gagne. J'ai jamais voulu être le seul à gagner. Mais ça m'arrivait de partir sur un tournoi en équipe de France et j'étais le seul qui gagnait. Ou le seul qui ramenait une médaille. Tu vois, ça m'est arrivé. Mais ta victoire élève les autres oui, aussi. Elle permet... mais si tu veux, des fois, ça crée des fossés, ça crée des... Je comprends. Tu vois, c'est un sport par individuel exemple, aussi. Il faut, même si tu as une équipe, ça, bien c'est sûr. pas comme le rugby, où tu es ensemble. Mais comme je te disais, comme j'ai été athlète en même temps que je travaillais, tu vois, quand je passe à la télé, que je commentais l'UFC, des choses comme ça, tu vois, c'est forcément les gens, ils disent, putain, le gars, il fait trop de choses. Et moi, en fait, je faisais que ce qu'on me donnait d'opportunité de faire. Je n'ai jamais demandé à être champion. Je l'ai été. Bon. Ce qui a été d'intéressant, pardon, je voulais rebondir par rapport à ça, c'est que quand tu as parlé de ce championnat du monde, et c'est ce point-là vraiment que je veux mettre en avant pour n'importe qui, en fait, qui a un objectif très intéressant, comment tu l'as décrit, c'est qu'à un moment donné, on sent, j'ai cette image-là, écoute-moi, le taureau, je le prends par les cornes. C'est moi qui vais dominer. Et ça, ce truc intérieur, où on se reprogramme, cette capacité à se dire aujourd'hui, on sent que, tu disais, il y a eu comme un état de flow, tout était parfait, je suis aligné totalement. Aujourd'hui, je vais aller jusqu'au bout. C'est ça. C'est ça qui est intéressant. Je pense qu'il y a l'instinct, tu vois, Jonathan, et je pense qu'il y a l'instinct. Il y a plein de choses qui font que, comme je t'ai dit, j'aurais pu gagner déjà plein de fois. Et j'aurais pu continuer derrière et gagner encore 1, 2 ou 3 titres, franchement, parce que quand j'avais le déblocage. Mais le fait d'être arrivé au bout et me dire, ça y est, j'ai grandi, j'ai passé le cap, en fait, j'ai plus besoin. Et puis aussi, il y avait aussi une conscience de me dire que le sport, c'est pas la vie. Je veux dire, la compétition, c'est pas la vie. La vie, c'est avoir réussi à vaincre mes petits démons. Et en fait, la vie, c'est d'être en bonne santé, c'est d'être heureux dans sa vie, c'est de faire quelque chose que tu aimes. Moi, ce que j'aimais, c'était d'être avec les copains. Mais si tu te rends compte que y a des copains, ils n'aiment pas être avec toi, il faut tourner la page. Voilà. Et à un moment donné, je me suis dit, écoute, j'ai gagné. Je suis le meilleur. Je travaille, j'ai un super métier. Je vais tourner la page, je vais faire autre chose. Si on ne veut pas de moi, c'est pas grave. Il y a plein de gens qui m'attendent ailleurs.
Et ça a été ça aussi, tu sais. J'ai à un moment donné, je me suis dit, bah écoute, je suis apprécié, les gens m'aiment bien, d'autres moins bien. C'était une histoire, c'était un parcours. Maintenant, je passe à autre chose. Mais je reste toujours quand même connecté. C'est-à-dire que Mhm. je suis champion du monde de jiu-jitsu et à chaque fois qu'on parle de Vincent Parisi, eh ben, on dit, ah, c'est le champion de jiu-jitsu, tu vois. Et donc, je fais quand même la promo de mon sport. Mhm. Et ça, c'est le plus important. C'est ce que je voulais. Mais Bravo Vincent, bravo pour l'homme que tu es, vrai, sincère. On a besoin de ça aussi. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de sportifs qui osent parler. Que, comme tu l'as très bien dit, on choisit cette voie, on y va, quoi. mm, Mais on n'est pas qu'un sport, on est un être humain. Et beaucoup de gens aujourd'hui osent, oui, la compétition, c'est quelque chose, mais on a une vie aussi à côté. Et justement, par rapport à cette vie, j'aimerais qu'on fasse un peu le parallèle, parce que comme tu l'as déjà évoqué, comme on l'a dit tout à l'heure, après le sport, qu'est-ce qu'il y a? Et pour certains, le prépare, pour d'autres, pas du tout. Je lisais une étude, je travaille sur ça, là, sur une étude aux États-Unis, qui montrait, mais en France, c'est quasiment similaire. Le taux, après avoir été sportif de haut niveau, quel que soit le domaine, finalement, il est énorme de dépression, de gens qui perdent tout. Des gens en NBA qui ont été multimillionnaires et que 2 ans après, ils n'ont plus rien, tout ça. Cette préparation, cette transmission, alors peut-être il y a eu l'exemple de ton papa ou d'autres. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait naturellement pour toi? Parce que tu disais que tu travaillais aussi à côté. Donc ça, c'est intéressant. mm. Est-ce que ça se fait naturellement? Est-ce qu'autour de toi aussi, tu as vu peut-être des amis, des collègues, des potes qui ont eu plus de difficultés à le faire? Et j'aimerais prendre un instant pour sensibiliser ça pour les jeunes, peut-être, qui nous écoutent par rapport à tout ça. Alors, c'est vrai que, bon, euh, la classe sociale dont je viens me permettait de rêver un petit peu, tu vois, de flâner un petit peu. Mais même si je te le disais tout à l'heure que dans les entraînements, j'étais un peu feignant, quand j'y allais, tu vois. Et c'est pareil pour le travail. J'ai eu des facilités de vie, mais quand j'y suis allé, j'ai pas fait semblant, j'étais courageux. Quand j'étais athlète, je faisais videur dans les boîtes de nuit, je faisais du coaching, je faisais garde du corps, je faisais du gardiennage dans des sociétés où je tournais la nuit. Tu vois, je faisais plusieurs boulots. Des fois, je travaillais la journée et la nuit, et j'étais athlète en même temps. Et j'ai fait mon service militaire, j'ai fait des choses comme ça. Et si tu veux, comme j'étais, je te l'ai dit, un peu perdu par ce divorce, par ces facilités à faire quelque chose dans un domaine, mais à pas savoir ce que je vais faire. Le jour où dans la nuit de mes 21 ans, j'ai appelé mon père une semaine avant, j'ai dit, tu vas venir à la maison, et je pars de chez ma mère. Je prends tous mes affaires et je viens vivre avec toi. Mon père m'a dit, OK. Donc dans la nuit de mes 21 ans, j'ai pris tous mes affaires et je suis monté vivre à Paris avec mon père et je me suis mis au judo. Et le judo, il y avait que entraînement mardi, jeudi. Et donc, j'avais dit, qu'est-ce qu'il y a le lundi, mercredi, vendredi? Et on m'a dit, il y a du jiu-jitsu combat. Je dis, qu'est-ce que c'est? On m'a dit, c'est du judo plus du karaté. Je dis, parfait. Je m'entraînais tous les jours. Et je pense que la meilleure chose que j'ai faite déjà, dans un premier temps, c'est d'avoir confiance en moi et de me dire, vas-y, tu fais ça, ça va forcément t'amener quelque part de positif. Ensuite, mon père, il a vu, il m'a vu, il a compris. Et il m'a dit, si tu le fais, essaie de le faire vraiment. Parce qu'il savait que j'avais des capacités. Et il savait que je pouvais y arriver. Mais il m'a dit, quoi qu'il arrive, champion, pas champion, tu vas passer ton brevet d'État. Hmm. Et c'est la meilleure chose qu'il m'ait dit de faire. C'est-à-dire que, si tu veux, j'en avais pas forcément envie, mais j'ai dit OK, parce que je vivais sous son toit, et puis c'était logique de le faire, et j'ai accepté. J'avais pas du tout envie. Hein. Et c'était une galère, putain, c'était une galère. J'allais à Montry, c'était loin. En plus, je me suis blessé sur un championnat du monde. Je pouvais plus rien faire, j'étais handicapé. Mais tout le monde m'a aidé à réussir. Et après, j'avais aussi cette fibre. Tu vois, j'apprenais facilement, ça m'intéressait. Et en fait, ça m'a fait énormément progresser. En fait, quand j'ai commencé cet apprentissage de brevet d'éducateur sportif, je faisais du judo tous les jours. Tous les jours, j'avais des cours. Donc, ce qui était dur, c'était de me dire je suis à l'école. Ça, c'était horrible parce que moi, j'ai vraiment détesté l'école. J'ai adoré certains professeurs qui m'ont transcendé, qui m'ont transmis leur passion, mais j'ai détesté l'école. C'était dur de me retrouver derrière une table, de devoir écrire et tout, tu vois.
Mais le fait de faire du judo tous les jours et de l'apprendre pour l'enseigner, ça m'a fait voir l'autre côté de la technique et ça m'a fait progresser. Ça m'a fait devenir meilleur. Et tout ça, j'ai adoré. Et comme mon père, il m'a dit ça, bon, j'ai dit OK. Et puis en fait, si tu veux, tout le monde m'a aidé pour que je le fasse. Et donc, je l'ai fait. Et bah, derrière, j'ai commencé à gagner ma vie en donnant des cours. Et ça a tout changé. Quand j'ai commencé à gagner un peu d'argent, j'ai commencé à être un homme quelque part, tu vois. Et ça a impacté beaucoup même dans ma carrière. Bah, ça a impacté positivement et négativement parce que forcément, plus je travaillais, moins je m'entraînais, tu vois. Et comme j'étais champion, bah, plein de clubs voulaient que je vienne donner des cours. Donc j'en profitais, mais c'était usant, tu vois. Parce que tous les sportifs de haut niveau aujourd'hui, ils ont des contrats où ils font que ça. Tu vois, ils ont une journée par mois dans la société dans laquelle ils sont leur contrat, mais tous les jours, ils mangent, ils dorment, ils s'entraînent. Moi, j'ai jamais eu ça. Moi, je m'entraînais le matin avant d'aller bosser. Je m'entraînais entre midi et 2 voilà, je mangeais en marchant. Je m'entraînais le soir, tous les soirs. Et quand j'enseignais tous les soirs après. Donc, je finissais à 23h tous les soirs. Donc, j'avais pas de vie sociale avec ma copine. J'avais pas de vie, quoi. Je faisais que ça. Donc, t'imagines un peu, c'est... Voilà. Donc, il y a un moment donné, j'adorais en transmettre, donner des cours aux enfants, donner des cours aux adultes. J'adorais ça. Et je gagnais pas ma vie. Donc, à un moment donné, je me suis dit, allez, je vais faire du coaching. J'ai galéré pendant 1 an. J'ai accepté tous les petits contrats et tous les petits trucs. Je faisais tout en même temps. Et puis, j'ai commencé à gagner. Ce que je gagnais au mois dans mon club, je le gagnais dans la semaine. Mais si tu veux... Je te l'ai dit tout à l'heure, la chance que j'ai eue, c'est que comme mon sport n'était pas olympique, j'étais obligé de bosser pour gagner ma vie. Et comme on ne gagnait pas d'argent dans mon sport, eh ben, j'ai vite compris qu'il fallait que je fasse des choses à côté, au détriment de mes résultats sportifs. Alors même si je gagnais, des fois je gagnais avec beaucoup plus de difficultés parce que en fin de carrière, j'avais du mal à faire le poids parce que je m'entraînais moins et je mangeais autant, tu vois, et c'était dur. Mais je réussissais quand même. Et puis, la chance que j'ai eue aussi, c'est que je me suis blessé. Et quand je me suis blessé, j'étais tout seul. Tout seul. Pas un coup de fil, rien. Comme si j'étais sorti du système. Comme si j'étais plus dans la matrice. Et là, j'ai compris que je faisais partie d'un système. Et donc là, à ce moment-là, comme j'étais le meilleur, après chaque gros événement, chaque championnat du monde, chaque jeu mondiaux, pendant 3-4 mois, on ne me voyait plus. Je ne faisais pas les premiers tournois. Je me reposais, je dormais, je mangeais, je me réparais. Et j'arrivais en milieu de saison. Je battais tout le monde. et j'en avais rien à faire de ce qu'ils disaient. Je les écoutais plus. Parce qu'un jour, mon père aussi m'a dit que des bons conseils, hein, d'ailleurs. Pas toujours. Hein. Pas toujours. Mais il m'a dit, tu sais, il faut que tu manges, que tu dors pour être fort. Repose-toi. Alors, il ne faut pas savoir s'écouter aussi par moment. Mais quand tu sens que ton corps il a besoin de se régénérer, de se reposer, et même envie de revenir, envie de se battre, de s'entraîner, tu vois. Et donc moi, ben, je passais mon temps à reprendre la saison 3 mois après tout le monde. Voilà. Et là, j'ai compris que en fait, je me combattais que pour moi. Pour moi et pour les gens qui me soutenaient, bien sûr. Ça a changé, ça a été un autre déclic où tu as vu les choses. Parce que quand tu dis... moi, je comprends totalement les sportifs. D'ailleurs, la mère de mon fils, elle a jamais bossé de sa vie. Elle a eu son premier métier quand on était ensemble. Elle n'a jamais bossé. Si elle n'avait pas eu ça, alors elle était intelligente parce qu'elle a passé son diplôme. Elle a passé un diplôme de psychomotricienne, donc elle avait un métier dans les mains, tu vois. Le secret, c'est d'apprendre un métier. C'est ça. Et si tu veux, moi, j'ai compris que... Enfin, moi, je comprends les sportifs qui partent en dépression parce que déjà, les fédérations ne font pas leur travail. Les fédérations, c'est comme un père qui t'aime, mais qui t'utilise. C'est-à-dire, il t'aime par procuration, tu vois. Il t'aime pour t'utiliser, mais une fois que tu brilles plus, tu n'existes plus. Exactement. Et en plus, des fois, ils attendent juste que tu tombes pour passer à quelqu'un d'autre, tu vois. Les fédérations d'une certaine génération, ils ont eu l'habitude de prendre les champions, de les sucer jusqu'à la moelle, si je peux me permettre. Et une fois qu'il n'y a plus rien, tu te débrouilles. Et en fait, les fédérations, elles sont payées par l'État. Hein. Elles ont des subventions de l'État pour ça.
C'est aux fédérations qui doivent imposer aux athlètes Ouais. de dire, bah, écoute, ok, champion, pas champion, on va, quoi qu'il arrive, à la fin de ta carrière, tu auras appris un métier. C'est ça. Quel que soit le métier, on t'aide à y aller. Tu vois, et ça, ils le font pas. C'est ce qui est fou. Et ils le font pas. C'est parce Et qu'on entend dans partout plein de de ça. Les fédérations. centres de formation, les machins, les Non. sports-études, les Non. trucs. Mais la vérité, comme tu dis, Mais en la plus, performance, mais après, c'est surtout que moi, j'ai rencontré des grands champions et dont une grande championne qui m'a dit, ah non, mais moi, Vincent, jamais j'aurais pu faire mes études en même temps que le sport. Et ouais, mais c'est ça aussi le problème. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si dans ta tête, tu te forces pas un peu, c'est ça. c'est-à-dire qu'il y en a, ils peuvent subir des humiliations, de la violence physique, de la violence psychologique, de gagner, de perdre, de se casser des bras, des coudes, des genoux, mais ils peuvent pas s'infliger un petit peu de travail pour avoir un petit diplôme en 4 ans. Moi, je l'ai passé en 1 an. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un moment donné, aussi, ça doit devenir de l'athlète. Donc, à un moment donné, ok, l'athlète, mais je suis désolé, moi, je suis ton père, tu vas passer ton diplôme. Et ben moi, c'est ce qui s'est passé. Moi, j'ai pas eu de fédération, c'est mon père qui m'a dit, parce qu'il savait Exactement. que quoi qu'il arrive, je pourrais donner des cours et gagner un peu d'argent. Être sur tes jambes. Voilà. Et ben là, demain, la télé, ça s'arrête, tout ce que je fais, ça s'arrête. Je peux monter un club, je peux aller dans un club, leur proposer un projet, j'ai un diplôme, je peux enseigner, tu vois. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. J'enseigne, mais en coaching privé, parce que bah, c'est comme ça, c'est le choix que j'ai fait, la liberté d'avoir mes horaires. Mais voilà. Et si tu veux, c'est terrible parce que je peux comprendre ce que vit un sportif de haut niveau qui n'a pas eu ma chance de travailler en même temps. Parce que quand le calendrier sportif s'arrête, bah, tu n'as plus de rendez-vous, tu n'as plus d'objectifs, on ne t'appelle plus pour te dire que tu es en retard ou tel point de rendez-vous, tu n'as plus rien. C'est-à-dire que du jour au lendemain, je pense au foot par exemple, quand tu arrives dans le vestiaire, on t'a pas mis ton petit maillot, ton petit t-shirt, tes petites chaussettes, tes petites baskets. C'est toi qui dois tout préparer. Bon, le foot, c'est un mauvais exemple parce qu'eux, ils gagnent beaucoup d'argent. Et donc, ça leur permet d'avoir une reconversion professionnelle. Mais eux aussi, ils ont un mauvais système. C'est-à-dire que eux, c'est pire encore. Comme ils gagnent de l'argent, on les laisse 2 fois plus faire ce qu'ils veulent et on les encadre 2 fois moins encore plus parce que ils ont de l'argent, ce qui est un faux prétexte. Et en fait, en vrai, même si je te reconnais que dans la fédération de judo, par exemple, il y a des gens qui ont été missionnés pour ça, je pense que quand tu rentres en équipe de France, quel que soit l'âge à laquelle tu rentres en équipe de France, on te met dans un cursus. Et quoi qu'il arrive, que tu deviens champion ou pas, que tu te blesses ou pas, on te continue à t'aider à le finir. T'as compris? Ça va être une base. Que tu gagnes ou pas, on continue. Exactement. Voilà. Et c'est ça que les fédérations ne sont pas capables de faire. Et donc, à un moment donné, il faut que tu le fasses par toi-même. Moi, comme je t'ai dit, j'ai eu de la chance parce que mon père m'a dit et j'ai eu la capacité de dire OK, même si j'en avais pas envie. Je lui ai fait confiance et c'était la meilleure chose que j'ai fait dans ma vie. Ça m'a ouvert plein de portes. Et je voulais pas être champion. Et puis un jour, j'ai voulu l'être. Et quand je l'ai été, j'ai réussi. Et tout ce que j'ai fait, tout mon parcours aujourd'hui, ça crédibilise tout mon discours. C'est-à-dire que c'est pas pour influencer, c'est pour être dans le juste. Exactement. T'as compris? Et du coup, quand je parle, les gens se disent « Ah ouais, c'est vrai. Ok, il l'a fait, donc on peut lui faire confiance. » Mais voilà, c'est pas facile d'être en fin de carrière dans beaucoup de sports. Et c'est pas une question d'argent, c'est une question d'entourage. Exactement. Vraiment. Et il y a aussi l'identité. Ouais. C'est-à-dire quand tu es sportif de haut niveau, quel que soit, tu bâtis ta vie autour de ça. Tu crées une identité. Tout à fait. Et plus tu montes, plus cette identité se renforce. Et souvent ça, la dépression, quel que soit le domaine, elle est liée à cette perte d'identité. Combien, moi, j'ai vu d'amis aussi qui étaient des grands espoirs dans le rugby. Et puis à 18 ans, problème au cervical. Merci, au revoir. Débrouille-toi. Et il n'y a pas d'âge en vrai, parce qu'en fin de carrière, c'est si tu as la chance d'y aller déjà jusqu'en fin de carrière. Mais il y a beaucoup de sportifs de haut niveau qui doivent aussi s'arrêter. C'est là aussi d'où l'importance aujourd'hui d'ouvrir aussi ce discours et ce débat par rapport à ça. Il y a le sport d'être champion et quand on est focus, on veut être que ça, peut-être, mais il n'y a pas que ça. Et
Et en effet, comme on dit, hein, c'est la prévention en vrai. Ouais. C'est simplement des clubs, des fédérations, et avec les budgets qu'il y a ou les équipes qu'il y a, de mettre des personnes qui peuvent, tout de même, parce que ça reste des êtres humains. Qu'est-ce qu'ils vont faire après? Tu sais, il y a aussi un truc qu'il faut être capable de capter. C'est dans ta vie, tu rencontres sur ton chemin des gens Hmm. qui ont été mis là parce que c'est leur métier. Et puis des gens, c'est la vie qui te l'ont mis sur ton chemin. Et il y a des phrases qui résonnent dans ta tête, tu vois. Celle que mon père m'a dit, qui était très simple. Si tu veux être le meilleur, il faut bien manger, bien dormir. Et il faut t'amuser. Hmm. Et puis il y a une phrase aussi que m'a dit un jour le médecin de l'équipe de France, qui m'a dit, il a dit à tout le monde, hein, après le sport, il y a une vie. Et ça m'a impacté énormément. Parce que je me suis rendu compte que, tu sais, des fois, suivant les entraîneurs que tu as, tu as un technicien, tu vas moins t'user. Tu as un bourrin, tu vas t'user. Tu vois. Moi, la chance que j'avais, c'est que j'étais un technicien. Parce que j'admirais mon père qui était un technicien. Et du coup, j'ai toujours essayé de gagner avec la technique. Ce qui m'a fait défaut par moment, parce que si j'avais été bourrin, j'aurais gagné plus facilement, tu vois. Mais c'était comme ça. J'avais envie de gagner avec du style et tout ça. Mais en vrai, quand il a dit cette phrase, elle a tellement résonné dans ma tête en me disant, mais attends mec, quand tu vas finir ta carrière, faut pas que tu sois handicapé, hein. Comme tous les copains de ton père là, qui ont la hanche, les genoux qui partent en vrille. D'ailleurs, c'est un peu pour ça aussi que je n'avais pas choisi le judo. Parce que le judo, forcément, était un sport de plus haut niveau que le jiu-jitsu, parce que le niveau était plus dense, c'était un sport olympique, donc l'opposition était plus forte. Ça, j'en étais conscience. Même si mon niveau de pied-point, mon niveau de judo et mon niveau de sol les valaient, c'était quand même un milieu où le niveau était beaucoup plus rude. Et donc, je savais que si je faisais que du judo, plus le sport est codifié, plus il est traumatisant. Tu vois ? Plus il est polyvalent, plus tu peux t'en sortir. Exactement. Et du coup, je me suis dit, attends, moi, j'aime faire tout. L'équipe de France, là, c'est un peu plus facile. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que il y avait tout était bon, la passion, et puis je voyageais partout dans le monde. Et j'étais au début d'un truc, tu vois. Que le judo, je savais que il a fait que je rencontre tout le temps des gens qui m'identifient à mon père, tout le temps des gens qui me rentrent dedans. Et en fait, si tu veux, le sport était tellement codifié et tellement moins intéressant que ce qu'il pourrait être. Parce qu'en vrai, le judo aujourd'hui, il est nul. Nul par rapport à ce qu'il peut être. Et moi, ça me fait rire quand je vois les jeunes qui se prennent pour des guerriers dans le judo. Quand tu vois ce que ça a été, le judo, le niveau qu'il y avait, et toutes les techniques que tu pouvais faire, aujourd'hui, c'est plus le judo, c'est devenu un sport de télé, tu vois. Le temps, déjà, juste le temps de combat. Excuse-moi. C'est combien alors maintenant? C'est 3 minutes. C'est des rounds? Combien de Non, rounds? un seul. Un seul round. 3 minutes. Tu te prépares du coup que 3 minutes, je crois 3 minutes pour les filles au point. et 4 minutes pour les garçons. Avant, c'était 5 minutes. Avant, c'était 7 minutes. À l'époque de mon père, c'était 14 minutes. Et avant, c'était illimité. Parce qu'on a voulu le rendre télévisuel. On a voulu que ça aille vite. Mais je veux dire, à un moment donné, tu vois, aussi ça, le sport a mal évolué dans certains sports, ça a mal évolué. Tu vois, dans beaucoup de sports, ça a bien évolué. Comme le MMA, par exemple, ça a énormément évolué. C'est super bien encadré. La boxe anglaise aussi. La boxe anglaise, avant, c'était le pugilat. Beaucoup plus violent que le MMA. Et le jour où le grand champion anglais a tué son adversaire, ils ont décidé de mettre des règles, de mettre des gants, de mettre des catégories, de mettre du temps, de faire des rounds. Tu vois, ils ont fait évoluer le sport. Parce qu'avant, le pugilat, t'attrapais le mec comme ça, tu le tapais comme ça, t'étais par terre, tu le tapais en grand pound. C'était ça la boxe anglaise avant. Eh ouais. Donc si tu veux, voilà. Moi, je plains beaucoup les sportifs qui, du jour au lendemain, n'ont plus rien. C'est ça. Et qui n'ont pas été préparés. Je pense même que c'est un suicide que font les fédérations. C'est vraiment c'est des bombes à retardement. Une fédération ou un club qui laisse partir son athlète sans avoir une formation ou lui avoir transmis quelque chose, c'est un meurtre. Psychologique en tout cas. Et psychique, c'est sûr.
Et tu vois, Il y en a qui s'en remettent, mais il y en a, c'est très difficile. mais bien sûr. J'en ai Mais- rencontré, interviewé beaucoup aussi. Et ceux qui osent parler, ils disent Ah ça ouais. a été très difficile Et tu te rends compte, pour se tu, reconstruire. tu voyages dans le monde entier. On s'occupe de tout pour toi. Tu as juste à prendre ton passeport, tes affaires. Tu arrives, tu combats, tu t'entraînes, tu reviens chez toi. Enfin, tu as tout un rythme C'est constant ça. toute l'année. Stage, tournoi, préparation. Et puis T'es pour mis ceux, en avant. et puis pour ceux qui sont mis en avant, Mm. mis en avant. Parce que ceux qui sont mis en avant, c'est que les numéros 1. Les autres, Ça gonfle le bourrichon. ah, Et mais les ça, autres, on s'en bat les foufous. Hein. Mm. Hein, parce que moi, le nombre de fois où je voyais que. Moi, j'étais pas champion du monde, tu vois. J'ai gagné championnat d'Europe, tout ça, mais on me mettait pas en avant, du coup. Mm. Tu vois, on mettait que les champions du monde en avant. Mais ça aussi, c'est injuste. Tous les autres, ils ont le droit d'être mis en avant Ça. aussi. Parce qu'en fait, des fois, ceux qui sont cinquièmes, des fois, ils ont des plus belles histoires à raconter que ceux qui sont premiers. Tu vois Mm. T'es peut-être le meilleur de ton sport, mais t'es peut-être le moins intéressant aussi. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, c'est dans tous les sports. Mm. Et c'est ça aussi que j'ai aimé dans le travail de consultant sportif, dans le travail de la télé, des journalistes sportifs, c'est d'essayer de leur faire comprendre. Moi, tu vois, tout le long de ma carrière à Beansport, j'ai essayé de faire comprendre aux journalistes qu'il ne fallait pas faire venir des gens connus. Connus médiatiquement en France, mais qui sont des légendes dans leur sport. Le nombre de fois où j'ai dit, est-ce qu'on peut faire venir ce gars qui est 7 fois champion du monde? Bah non, c'est qui? On ne connaît pas. Mm. Tu vois? Impossible. On ne connaît pas. Donc moi, qu'est-ce que je faisais? Je le mettais dans ma chronique et il venait faire une démo à la fin, en plateau. Donc du coup, je lui offrais de la visibilité. Mm. Mais après, je ne peux pas leur en vouloir, parce que si tu ne prends pas quelqu'un de connu, il n'y a pas d'audience. S'il n'y a pas d'audience, il n'y a pas d'argent. Ça Hein. reste un show, Tu vois? ça reste un business. Mais, Ça reste, ouais. mais je pense, tu vois, ça, on sort un peu du cadre de ta question, mais je pense que c'est aux chaînes de télé de faire cette transmission aussi. Exactement. De dire, il n'y a pas que Bernard Hinault, il n'y a pas que Michael Phelps, il n'y a pas que Carl Lewis, il n'y a Mm. pas que Bolt, il y a aussi les autres. Tu vois. Exactement. Mais je comprends. Hein. Bien sûr. Mais il y a un moment donné, tu sais, Michael Jordan, il disait, allez interviewer mes copains, hein. Moi j'en ai marre, vous me cassez les bonbons, hein. Laissez-moi tranquille. C'est sûr. Tu vois, il y a ça aussi. Exactement. Tu sais, les footballeurs, ils sont tellement, on leur pose tellement de questions qui n'ont aucun sens. Parce que finalement, c'est les questions les plus simples qui sont les meilleures. Exactement. Mais je vois les gars sur les réseaux sociaux, je vois les journalistes, toutes les questions qu'ils s'imaginent pour vendre, argumenter. Mais arrêtez les gars, laissez-les tranquilles. Écoutez, déjà. Je suis footballeur Ouais. pro. Déjà, mon téléphone, j'en ai pas. Déjà, j'ai pas de téléphone. Ah non, l'enfer. Je regarde pas les magazines, je regarde pas la télé. Mm. Je me concentre, je pense à Nicolas Anelka, je me concentre que sur mes objectifs. Exactement. J'en ai rien à faire d'aller voir le président de la République, tu vois. Laissez-moi tranquille. Mm. Non, mais c'est vrai. Et à un moment donné, c'est compliqué. Vincent, il nous reste quelques minutes. Non. On arrive. Non. Je veut te pas. laisse le temps de prendre une gorgée. Déjà, Jonathan, je voulais te dire merci. Je crois qu'on se connaît depuis le Covid à peu près, non? Ouais, Je pense quand que je suis parti à Tenerife il y a 4 ans, par là. tes 3, premiers podcasts. Ouais. Et je voulais te dire que sans te connaître, tu dégages ce que j'ai toujours aimé chez les gens, c'est de la sincérité. Et tu partages et tu gagnes vraiment à être connu. Et je trouve que c'est malheureux, tu vois, mais des fois, on fait des choses qui sont incroyables et personne ne regarde. Et tu as des gens qui sont complètement débiles, ils vont faire une vidéo et tout le monde regarde. C'est la vie, c'est comme ça. Par contre, les gens que tu crois sur ton chemin et les gens que tu reçois, les gens que tu impactes, tu les impactes vraiment. Et ça, c'est fort. Et je voulais te dire félicitations parce que ta flamme, ta passion, la lumière qui se dégage de toi, elle change pas. Malgré les coups durs que tout le monde vit, hein, malgré l'époque. Et ça, je trouve que c'est génial. Donc, merci de me recevoir. Merci pour cette tribune. J'ai passé un très bon moment. Et t'es un champion invincible, toi. Merci Vincent. Merci Vincent. Je te garde quelques minutes si tu veux bien. Allez, vas-y. Merci. Tout d'abord, merci. Ceux qui nous rejoignent ici, c'est pas un hasard. Comme tu as dit, il y a des gens qu'on rencontre qui sont là et la vie, quoi. Ouais. Et moi, c'est ce que j'aime.
pense qu'on se rejoint par rapport à ça. Tu me parlais du voyage, qu'on va aussi reparler par rapport à ton livre, qu'on t'a contacté aussi, et que tu as dit surtout, ouais, c'est le voyage, l'aventure qui a été extraordinaire. Et avant de parler de ton livre, je voulais te remercier. Tu es venu, tu as un emploi du temps chargé, tu as une famille aussi. Et ça a été un moment puissant. Et les personnes qui ont regardé justement cette émission, n'hésitez pas à laisser les commentaires, à partager. C'est pour ça qu'on est là, pour partager. Ton livre, est-ce que tu veux nous en parler quelques instants, 30 minutes de sport Alors, par jour pour et- tous. Soyez prêts pour Paris 2024. On en parlait un peu tout ouais, à l'heure des ouais. JO ensemble. Est-ce que tu veux nous en parler? Alors, tu sais, j'ai eu la chance qu'on me contacte pour faire ce livre et on m'a demandé qu'est-ce que je voulais faire. À la base, les 30 minutes, c'était pas prévu. Le contenu était prévu, tout le contenu était prévu, mais comme il y avait une campagne qui allait se faire avec Paris 2024 et le gouvernement sur les 30 minutes de sport par jour, si tu veux, ça a tout de suite résonné en moi parce que, en vrai, souvent j'ai fait 30 minutes. Parce qu'en 30 minutes, tu peux faire un peu de mobilité, Exactement. un peu de réveil musculaire, un Tabata, bien te défoncer sur 15 minutes et puis faire un petit relâchement ou un peu d'étirement. Et donc, je me suis dit, en vrai, les gens, ils s'imaginent toujours que faire 1h30, 2 heures tous les jours, c'est important. Mais non. Exactement. En vrai, tu peux faire une fois ou 2 fois dans la semaine 1h30, mais tu peux faire tous les jours, surtout 30 minutes. Et donc, j'ai essayé, comme dans ma vie, de transmettre les choses et les exercices les plus simples et les plus durs que je connais, d'une manière ludique aussi, et d'une manière aussi économiquement facile. Donc, j'ai utilisé que des bouteilles d'eau, un bâton, et je crois un Bosu et un Swiss Ball. Un Swiss Ball, c'est 10 €, un Bosu, c'est 15 €. Exactement. En vrai, même sans, mais dans l'urbain, on peut retrouver des choses similaires. Et c'est de le rendre accessible, qu'il soit facile, avec plein de photos. Tu vois, il y a plein de très photos. riche, on peut le montrer. Voilà, il y a plein de photos, et c'est expliqué d'une manière très simple. C'est-à-dire que quelqu'un qui aurait du mal à comprendre des explications très techniques, parce que souvent les coachs, je trouve qu'ils donnent leur science d'une manière trop technique. C'est ça. Et moi, dans mes commentaires, tu vois, quand je commentais le MMA, quand je commentais le judo, j'adorais être simple et efficace, parce que je pensais à tout le monde. Et cet ouvrage, il est vraiment très simple. Et il y a tout. Merci, pour commencer, Vincent. en tout cas. Merci Voilà. Vincent, c'est très très riche. 30 minutes de sport par jour pour tous. Et comme tu l'as très bien dit, c'est vrai que moi, dans le sport à haut niveau, très souvent, les meilleurs entraînements, c'est 30 à 45 minutes. Ça suffit largement. Et vous avez de quoi faire des entraînements de qualité. Où est-ce qu'on peut le retrouver du coup? Alors, du coup, on peut le retrouver à la vente jusqu'à la fin de l'année, puisque c'était, tu sais, comme c'est une collection réservée aux Jeux Olympiques, du coup, c'est une collection particulière qui a un délai de contrat. Et donc, du coup, à partir de la fin d'année, ce sera fini, on ne pourra plus le trouver. Alors, après, ça va être sur collector. Après, ça va être collector parce qu'ils vont détruire le surplus. Donc, du coup, il y aura des magasins qui l'auront encore, tu vois, mais ce sera introuvable après. Ah, il met l'eau à la bouche. En tout cas, vous pouvez découvrir, bien évidemment, le livre, mais aussi tout le travail exceptionnel que Vincent fait avec le cœur. Tu as fait beaucoup de choses. Et merci de continuer aussi à toi d'avoir cette joie, cette fraîcheur de nous partager. Merci. Toujours avec le plaisir. Il faut s'amuser pour prendre du plaisir. Voilà. Merci Vincent pour ce riche moment. On aurait pu rester des heures, mais ça a été exceptionnel. Il n'est pas encore 1 heure. Merci à tous les amis qui nous suivent à travers tout ce que l'on fait, tout ce que l'on partage, aussi bien Vincent sur tous ses réseaux, sur toutes les chroniques. Il fait beaucoup de choses. Et merci de nous suivre à nous aussi. Comme tu l'as dit, le plus important pour moi, c'est la qualité. On reste accessible. Et merci en tout cas. À très bientôt. Et puis, excellente journée. Et surtout, faites du sport. Le sport, c'est la santé. Merci Vincent. Merci Jonathan.